reprend notre livre. Alors, l'histoire suivante. De l'eau, il manque le gel douche. Alors, l'histoire est le jouet oublié. Alors, pour ceux qui n'ont jamais suivi, c'est ce livre-ci qui est Fairyland, sauf que c'est le 2 parce que je ne fais jamais les choses comme les autres et j'achète le deuxième avant le premier. Et ce sont toutes des petites histoires crépies. Bon, attendez, je bouge ma souris parce qu'il y a les fesses de mon chat. Voilà. Ethan avait toujours été un explorateur dans l'âme. Depuis son plus jeune âge, les couloirs sombres, les greniers poussiéreux et les caves obscures de la maison victorienne de sa famille l'avaient fasciné. Ah mais oui, mais en fait, il n'est pas bien réglé mon micro, il change tout le temps. Voilà. Ce jour-là, comme tout autre après-midi, après ses devoirs, Ethan avait décidé de partir à l'aventure dans sa propre chambre. Il avait perdu sa balle en caoutchouc préférée, celle qu'il utilisait pour jouer avec son chien, Sparky. En cherchant sous son lit, parmi une collection de jouets éparpillés, de vieilles chaussettes et de dessins, il sentit un objet qui ne lui était pas familier. Ce n'était pas la texture douce et rebondissante de sa balle, ni le plastique dur de ses figurines. C'était plutôt rugueux, comme du vieux tissu usé. Avec précaution, il le sortit et le tint à la lumière. C'était une marionnette d'apparence très ancienne. Elle avait le visage pâle et décoloré, avec des cheveux filandreux qui tombaient sur ses yeux en boutons. Ses vêtements, bien que délavés et rapiécés à plusieurs endroits, étaient d'une confection détaillée, rappelant des époques révolues. Mais ce qui frappa le plus Ethan, c'était son expression. Là où il y aurait pu s'attendre à voir un sourire cousu ou une expression neutre, la marionnette portait une mine profondément triste, presque mélancolique, comme si elle portait le poids de 1000 souvenirs. Chaque soir, avant de se coucher, Ethan avait pour l'habitude de ranger tous ses jouets et de vérifier sous son lit. Une vieille peur enfantine lui faisait toujours croire qu'un monstre pourrait s'y cacher. Ce soir-là, il déposa délicatement la marionnette sur sa table de chevet. Le bois qui constituait son corps semblait avoir vécu de nombreuses années, témoignant peut-être de décennies passées entre différentes mains d'enfants. La chambre était baignée d'une lumière orangée, provenant de la lueur de la rue filtrée par les rideaux. Dans cet éclairage faible, les contours du jouet semblaient être encore plus étranges. Les yeux boutonnés de la marionnette, bien que fixes, semblaient avoir une lumière singulière. Sa bouche, qui pendant la journée avait l'air triste, semblait maintenant légèrement tordue, presque moqueur. Tout en se glissant sous ses draps, Ethan jeta un dernier regard à la marionnette. Par une fraction de seconde, il lui sembla que la tête de celle-ci bougeait imperceptiblement, comme si elle tentait de le regarder directement. Ethan ferma rapidement les yeux, essayant de chasser cette vision de son esprit. « Ce n'est que mon imagination », se répétait-il, cherchant un certain réconfort dans cette affirmation. Le léger bruissement des feuilles à l'extérieur, le grincement occasionnel de la maison qui se reposait pour la nuit, tout cela formait une berceuse familière qui l'aidait normalement à s'endormir. Mais cette nuit-là, un autre son s'ajouta au concert nocturne. Un léger frottement, comme le déplacement subtil du tissu contre du bois. Ethan se blottit davantage sous sa couverture, tentant d'oublier la présence de l'ancien objet juste à côté de lui.
Il se promit qu'au matin, il demanderait à sa mère d'où venait cette marionnette, espérant trouver une explication. Mais pour l'instant, il voulait juste s'endormir, loin des regards, des yeux boutonnés qui semblaient le suivre dans l'obscurité. Le lendemain matin, Ethan trouva une petite note griffonnée sur un bout de papier à côté de la marionnette. « Merci de m'avoir trouvé. » Troublé, il se demanda si ce n'était pas une blague de son frère aîné. Mais il ne pouvait ignorer la sensation étrange que ce jouet était extrêmement différent. À la lumière du jour, la marionnette semblait moins intimidante, voire inoffensive, mais la note écrite d'une main tremblante, avec une encre d'un bleu presque effacé, donnait le frisson à Ethan. « Merci de m'avoir trouvé. » Les lettres étaient régulières et démesurées, comme s'ils avaient été écrites dans la hâte ou l'émotion. Ethan, la note à la main, dévala les escaliers à la recherche de son frère. Ben qu'il avait déjà 14 ans et adorait jouer des tours, il le trouva dans la cuisine grignotant des céréales devant la télévision. « Ben, c'est toi qui as mis cette note à côté de la marionnette ?» Son frère haussa les sourcils, prenant la note des mains d'Ethan pour la lire. « Quelle marionnette ? Et pourquoi j'écrirais quelque chose d'aussi étrange ?» répondit-il. « Ne me mens pas, » insista Ethan, cherchant dans les yeux de son frère une quelconque trace de culpabilité. Ben haussa les épaules. « Franchement, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je n'ai pas touché à une vieille marionnette et encore moins écrit cette note. Pourquoi ferais-je une chose pareille ?» Les deux frères se regardèrent, instaurant entre eux une tension palpable. Ethan savait que Ben aimait bien le taquiner, mais il ne l'avait jamais vu mentir avec autant de conviction. Leur mère, entrant dans la cuisine, ses cheveux encore en bataille, « Qu'est-ce qui se passe, vous deux ?» demanda-t-elle. Ethan raconta rapidement l'histoire de la marionnette et de la note mystérieuse, espérant que sa mère pouvait apporter une explication rationnelle. Mais après avoir examiné le message et la poupée, elle haussa les épaules. « Je n'ai jamais vu cette marionnette auparavant. Peut-être que ton père l'a trouvée quelque part, suggéra-t-elle. Probablement, Stella. Cependant, Ethan sentait que ce jouet ne venait d'aucun grenier ou brocante. Il semblait avoir une histoire propre, une âme qui cherchait à communiquer. Et cette première note n'était qu'un début d'une série de messages venant d'un objet oublié. Chaque matin, Ethan se réveillait avec un sentiment d'appréhension, craignant de trouver une nouvelle note. Il y avait une certaine tristesse dans tous ces messages, un appel désespéré qui tordait le cœur d'un garçon. Bien que terrifié, Ethan ne pouvait s'empêcher de ressentir de la pitié pour cette marionnette qui semblait si seule et si perdue. Il prit l'habitude de cacher les notes de peur que sa mère ne les trouve et ne décide de le débarrasser de cette marionnette. Un soir, alors qu'Ethan était assis sur son lit, fixant la marionnette, il décida de lui parler. « Qui es-tu ? Pourquoi m'écris-tu ces notes ?» Il attendit, son cœur battant, mais la marionnette resta silencieuse, ses yeux en bouton, fixant le vide. Alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, une idée lui traversa l'esprit. Il attrapa un stylo et un morceau de papier et écrivit « Qui es-tu » Il plaça la note à côté de la marionnette et éteignit la lampe. La nuit était agitée pour Ethan. Il faisait des cauchemars, se réveillant plusieurs fois en sueur. Lorsque le soleil pointa enfin l'horizon, Ethan se précipita pour vérifier la note. À sa grande surprise, une réponse avait été griffonnée. «
Je suis un souvenir, une partie de cette maison oubliée et perdue. Mais je te connais, Ethan. Les poils de la nuque d'Ethan se hérissaient. Cette réponse ne faisait qu'ajouter de l'étrangeté à la situation. Était-il possible que la marionnette soit liée à l'histoire de sa famille ou de la maison elle-même? La lumière tamisée du crépuscule baignait la chambre d'Ethan lorsque celui-ci installa le vieux caméscope de son père sur une étagère en veillant à ce qu'il y ait une vue d'ensemble sur toute la pièce. Le caméscope était un reliquat du passé lourd et encombrant, mais il fonctionnait encore parfaitement. Du moins, c'est ce qu'espérait Ethan. Il fit quelques thèses pour s'assurer que tout était en ordre, puis une fois satisfait, il éteignit la lumière et se coucha. Au réveil, une boule d'angoisse nouait l'estomac d'Ethan. Avec appréhension, il se dirigea vers le caméscope, ouvrit l'écran et y appuya sur play. Les premières images montraient sa chambre plongée dans une pénombre paisible. Tout semblait normal. Puis lentement, le bras de la marionnette commença à bouger, se hissant de manière maladroite hors du champ de vision. On pouvait voir la petite créature écrire sur un morceau de papier avec une étonnante dextérité. Elle parcourait ensuite la pièce, s'arrêtant parfois pour regarder des objets ou jouant silencieusement avec d'autres jouets. Mais le moment le plus effrayant fut lorsque la marionnette se dirigea lentement vers le lit. Elle s'approche à côté d'Ethan. Elle leva les yeux en bouton vers lui et regarda immobile, le fixant pendant ce qu'il semblait être une éternité. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose d'incroyablement troublant à voir cette créature le regarder dormir comme si elle veillait sur lui ou l'observait avec curiosité. Alors qu'Ethan se préparait à stopper la vidéo, voulant voir si la marionnette laissait d'autres indices, le caméscope commença à grésiller. L'image se brouilla, devenant de plus en plus floue, puis le son d'un cliquetis métallique se fit entendre. En un instant, la bande de la cassette s'en mêla, tournant sur elle-même et se déchirant avec un bruit sec. Ethan restait là, stupéfait, fixant l'écran noir avec horreur. La cassette était hors d'usage, emportant avec elle les seules preuves qu'il avait de l'activité nocturne de la marionnette. Ethan était de plus en plus terrifié par ces événements étranges qui se déroulaient dans sa chambre. Le soir même, à l'heure du dîner, en présence de sa grand-mère qui lui rendait visite, il prit son courage à deux mains et décida de partager l'étrange affaire de la marionnette avec sa famille. Il leur raconta en détail comment il l'avait trouvée, les notes qu'ils avaient reçues et même la vidéo qu'il avait tournée. Mais face à leur scepticisme, il comprit rapidement qu'ils ne le croyaient pas. « Mais c'est vrai, insista-t-il, la voix tremblante. Je vous jure, la marionnette bouge et m'écrit des messages. » Son père soupira et échangea un regard avec sa mère. « Ethan, commença-t-il doucement, tu as toujours eu une imagination débordante. C'est probablement Ben qui te joue un tour. » Ben voulut protester pour prouver son innocence, mais avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, la voix de sa grand-mère retentit depuis l'autre bout de la table. « Ethan, laisse-moi voir cette marionnette, dit-elle. » Il se précipita pour la récupérer et la posa devant elle. Sa grand-mère prit le jouet entre ses mains, l'examinant attentivement. Son visage pâlit,
visiblement à la vue de la marionnette. Après un long silence, elle leva les yeux vers Ethan, les larmes au bord des paupières. « C'était à Thomas, murmura-t-elle. « Qui est Thomas ?» demanda Ethan. « Ton grand-oncle, répondit la voix tremblante. Il avait cette marionnette quand nous étions enfants. Il jouait toujours avec, disant qu'elle était son amie. Puis un jour, il a disparu. Nous n'avons jamais su ce qui lui était arrivé. » Ethan frissonna, comprenant maintenant l'importance de ce jouet. « Est-ce qu'il vous a laissé des notes ?» demanda-t-il. Sa grand-mère hochant lentement la tête. « Oui, murmura-t-elle, des notes qui ressemblaient beaucoup à celles que tu as trouvées. Mais nous ne les avons jamais prises au sérieux, pensant que c'était juste une blague d'enfant. » La pièce était silencieuse. Les parents d'Ethan, qui avaient écouté l'histoire de la grand-mère avec attention, semblaient désormais plus qu'inquiets. La marionnette posée sur la table semblait les regarder avec ses yeux de bouton, éternel témoin d'un mystère vieux de plusieurs décennies. Les souvenirs douloureux se reflétaient dans les yeux de la grand-mère d'Ethan à mesure qu'elle évoquait le passé. Thomas et cette marionnette étaient inséparables, commença-t-elle. Il disait toujours qu'il lui parlait, lui racontait des histoires que seuls les enfants pouvaient entendre. Mais petit à petit, il est devenu distant, comme si un lien invisible et inquiétant s'était tissé entre lui et ce jouet. Nous avions pensé que c'était simplement une phase, une amitié imaginaire, comme tout enfant. Les parents d'Ethan, suspendus aux lèvres de la grand-mère, réalisaient l'importance de ce qu'elle racontait. Elle poursuivit. Puis un jour, Thomas ne revint pas à la maison. Les recherches furent vaines. Leur seule chose qui restait de lui était cette marionnette posée sur son lit, comme s'il l'avait délibérément laissée derrière lui. Ethan regardait le jouet avec une nouvelle appréhension. C'était comme si ce morceau de tissu et de bois détenait des secrets, des mystères que personne n'avait jamais découverts. La grand-mère continua. Après sa disparition, des choses étranges se sont produites autour de cette marionnette. Des objets disparaissaient, des portes claquaient. Ma mère effrayée l'a cachée dans le grenier, espérant ainsi mettre fin à ces phénomènes. Ethan sentit un frisson lui parcourir le dos. Mais pourquoi est-elle sous mon lit alors ? La vieille dame haussa les épaules, l'air troublé. Peut-être a-t-elle voulu être trouvée, ou peut-être quelqu'un l'a-t-il déplacée sans le savoir. Sans un mot de plus, elle se leva, saisissant la marionnette avec précaution. Elle murmura des paroles d'une langue que personne d'autre ne connaissait, et il sembla y avoir une sorte de pouvoir ancien dans ces mots, une force qui faisait frémir l'air autour d'elle. La pièce semblait se refroidir soudainement. Elle se rendit à la bibliothèque et revint avec une vieille boîte en bois. Merci beaucoup. Excusez-moi, du coup je bois un coup. C'est possible, Stella, on va savoir. Mon chéri m'a apporté un thé chaud. Elle plaça la marionnette à l'intérieur et la scella fermement. Cela devait la contenir, dit-elle en soupirant, comme si elle venait de terminer une tâche qu'elle redoutait depuis longtemps. Le reste de la soirée se déroula dans un silence lourd. La famille réalisait qu'ils avaient peut-être échappé à quelque chose de sinistre, quelque chose que même la grand-mère ne comprenait pas entièrement. La boîte scellée
fut placé dans le grenier et la vie reprit son cours normal. Mais la légende de la marionnette hantée restait à jamais gravée dans les mémoires de la famille. Malgré le passage des mois, une aura d'incertitude continuait à planer sur la demeure familière. Depuis le décès récent de la grand-mère d'Ethan, on évitait plus que jamais le grenier. L'endroit incarnait à ses yeux un lieu de secret et de mystère trop lourd pour les épaules d'un enfant. Cependant, sa curiosité naturelle et ses légers grattements en provenance du grenier l'attiraient, comme si la marionnette cherchait à communiquer. Un après-midi pluvieux, la maison baignée de silence, Ethan se décida à affronter ses peurs. Il monta lentement les escaliers craquants, menant au grenier. Une lueur grise de l'extérieur filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, révélant la boîte ancienne, silencieuse et mystérieuse. En s'agenouillant, il discerna une mélodie empreinte d'une douceur et de tristesse. Il s'agissait de la berceuse que sa grand-mère lui murmurait dans son enfance. Un éclair de compréhension traversa son esprit, lui procurant des frissons. Avec une appréhension qui ne cessait de croître, Ethan regarda sa chambre, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il retrouva les notes griffonnées, soigneusement dissimulées, rédigées de la main de la marionnette. En les déchiffrant, une révélation le bouleversa. La marionnette racontait l'histoire d'une petite fille qui l'avait guidée jusque dans la forêt pour l'abandonner ensuite, la laissant seule et perdue. À travers ces lignes, c'était la voix de Thomas qui se faisait entendre, et Ethan réalisa que la petite fille évoquée n'était autre que sa propre grand-mère. Ethan comprit alors que sa grand-mère connaissait la vérité derrière la disparition de Thomas. Elle en était même responsable, mais avec son décès, le lourd secret avait été emporté à jamais dans sa tombe. La nuit tomba, enveloppant la maison dans l'obscurité. La marionnette dans le grenier continuait de chanter sa mélodie mélancolique. Ethan, dans sa chambre, se débattait avec la vérité révélée et avec une profonde réflexion, décida de garder le secret. Il ne pouvait pas infliger une telle douleur à ses parents, et le secret, comme une ombre persistante, le hanterait pendant le reste de ses jours. Oh, la vilaine! Et oui, comme quoi les choses sont trompeuses. Les choses peuvent être trompeuses. Attendez, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ça. Je vais changer. Hop. Attendez. J'ai oublié de changer mon titre. Voilà. Hop. Oui, c'est triste à la fois, exactement. Voilà, j'ai changé. Vous voulez la dernière? Vous voulez que je vous en lise une dernière? Il est 22h30, donc on a largement le temps. Oui, dit Fabrice. C'est la première fois que
Que tu suis un live lecture, je pense, Fabrice. Oui, maman. Oui, je veux bien, dit Véro. Bon, on s'est pris les neurones en première partie et on se sera dilacé la deuxième partie. Et normalement, Fabrice, quand je décide de faire un live lecture, je le fais tout le live. Donc de 20h à 23h. Et comme j'avais un peu mal de gorge et tout, ben, je me suis dit, je ne vais pas tenir, donc on va faire un peu de gaming. Après le gaming, il y a des jeux que j'aime bien et que je continue, que je peux faire pendant des heures. Mais ce style de jeu, je le fais un peu et puis après ça me gonfle. En fait, j'aime bien les faire, mais il y a un moment où les énigmes, il faut que je mette un holà. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai proposé, que je vous ai demandé si vous vouliez qu'on lise un peu, tout simplement. Foisonnant. Non, frissonnante. Pas foisonnante. Par contre, j'ai mis un S, je ne vais pas en mettre. Il répète ce que je dis, hein, le bot. Enfin, ce que j'écris. Hop, voilà. J'ai rectifié ma faute. C'est mon clavier. Bah, moi aussi. Moi, c'est ma souris. Et en plus, je suis bien coincée avec Jim là. Et Hardy, il est ici. Il est ici en boule. Et Chachou, il est là-bas. Allez. L'histoire suivante. Jusqu'à maintenant, si vous vous rappelez des histoires qu'on a eues avant, pour ceux qui ont suivi, quelle a été, je vous demanderai à la fin, quelle a été l'histoire qui vous a le plus marqué? Si vous vous souvenez, hein, des histoires. Il m'a changé mon mot. Oui, ben c'est le correcteur automatique, hein, Stella. Alors, la chaleur estivale, donc le titre c'est Défaut de propriété. La chaleur estivale faisait miroiter l'asphalte de la route étroite sur laquelle Émilie conduisait. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches, créant un jeu d'ombre sur le capot de sa voiture. Elle fredonnait doucement au rythme de la chanson, diffusée par les haut-parleurs, totalement absorbée par sa playlist préférée. Oh, on dirait moi. Plus tard, je me souviens pas mal, Lily. Je donnerai des indices, ainsi tu te rappelleras, Véro. Les cheveux châtains d'Émilie flottaient légèrement avec la brise provenant de la fenêtre ouverte. Elle se sentait libre et inconsciente, profitant du moment présent. Dans cette ambiance... Attendez, parce que j'ai un truc là. Attendez. Putain, c'est bizarre. Bref. J'ai l'impression qu'il y a un truc sur la page, mais il n'y a rien. C'est bizarre. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, dans cette ambiance étendue, elle prit un virage, s'engageant dans une rue adjacente, sans vraiment jeter un œil. Elle n'avait pas vu la voiture qui approchait rapidement, ayant la priorité. Le klaxon strident retentit, la faisant sursauter. Son cœur rata un battement. Sans réfléchir, poussée par l'adrénaline et l'agacement, elle leva un doigt d'honneur, espérant ainsi exprimer son irritation face à ce qu'elle considérait comme une exagération de la part de l'autre conducteur. C'est vrai qu'on dirait vraiment moi. Mais quand elle jeta un œil dans son rétro, tout amusement disparut. Elle vit un homme probablement de la quarantaine, avec des traits rudes, les cheveux sombres et déterminés, fixé sur elle, lui donnant l'impression d'être une proie. Il n'avait ni colère ni irritation dans son regard, seulement une intensité froideur
froide, pardon, qui lui glaça le sang. Émilie avala difficilement sa salive, essayant de se concentrer sur la route, tout en espérant secrètement que cet incident serait rapidement oublié. Mais quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'un engrenage dont elle ne mesurait pas encore la portée. Gros bisous, Choupi. Prends soin de toi, à vendredi. Vendredi, normalement, je fais un live avec Jojo et j'ai pas eu de nouvelles. Enfin, si j'en ai eu, mais il m'a plus répondu après. Mais normalement, on fait un live avec Jojo. Et sinon, on fait quand même un live de toute façon. Donc, gros bisous à toi. Va faire un planté de la tête et à vendredi. Des bisous. Le paysage urbain défilait sous ses yeux alors qu'elle essayait de chasser son esprit l'image de cet homme. Elle accéléra légèrement, espérant que la distance qu'elle mettrait entre elle et lui apaiserait le sentiment d'oppression qui s'était installé dans sa poitrine. Cependant, chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, le même véhicule noir se trouvait juste derrière elle, comme une ombre. La ville s'animait autour d'elle, les rues étaient bondées de voitures et de piétons, mais pour Émilie, tout semblait s'estomper, sauf cette voiture. À chaque feu rouge, elle ressentait le poids de son regard sur elle. Elle essayait de se convaincre que c'était peut-être une coïncidence, que cet homme n'avait peut-être aucune intention malveillante, mais cette tentative de se rassurer vola en éclats lorsqu'elle décida de faire un test. Empruntant une rue qu'elle n'avait pas l'intention de prendre à l'origine, elle se dirigea vers un quartier résidentiel éloigné de sa destination. Elle fit 3 tours, passant devant le même parc, la même école, le même magasin de proximité, et sans surprise, la voiture noire était toujours là, suivant chacun de ses mouvements. La réalité de la situation commença à s'imposer. Cet homme la traquait. L'angoisse envahit Émilie. Sa respiration devient saccadée. Chaque battement de son cœur résonne dans ses oreilles. Elle prit une profonde inspiration, tentant de rassembler ses pensées. Elle devait trouver un moyen de le semer ou de trouver de l'aide, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser: que veut-il et pourquoi moi? Moi aussi, je t'aime, ma choupie. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. La main d'Émilie. Qu'est-ce que je raconte, moi? La maison d'Émilie était nichée dans un paisible cul-de-sac, loin des grandes artères de la ville. Lorsqu'elle tourna dans sa rue, elle espéra de tout cœur ne plus apercevoir la voiture noire qui la suivait. Elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et soupira de soulagement, ne voyant aucune trace du véhicule. Elle verrouilla rapidement sa voiture et se précipita vers la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, elle s'appuya contre la porte, essayant de reprendre son souffle. Elle secoua la tête, tentant de chasser la peur qui l'envahissait. Peut-être qu'il est simplement rentré chez lui. Elle regarda par la fenêtre, redoutant de voir la voiture noire garée dans sa rue, mais il n'y avait rien. Un souffle d'apaisement traversa Émilie. La pénombre envahit chaque recoin de la maison. Les rues n'étaient éclairées que par des faibles lueurs de réverbères, jetant des ombres mouvantes sur les murs. Alors qu'Émilie tentait de trouver un peu de réconfort en regardant une émission à la télévision, un bruit sourd la fit sursauter. Elle tendit l'oreille, essayant de distinguer l'origine du bruit. Des échos étouffés, comme des pas sur du gravier, vinrent chatouiller ses oreilles. Sa respiration s'accéléra, tandis qu'elle se levait lentement pour jeter un coup d'œil par la fenêtre du salon. Ses plus sombres appréhensions se concrétisèrent lorsqu'elle aperçut la silhouette de l'homme, faiblement éclairée par la lueur d'un lampadaire, appuyé contre sa voiture, observant sa maison
avec une intensité troublante. Son cœur battait la chamade. Elle se retira rapidement de la fenêtre, s'accroupissant pour éviter d'être vue. Dans un élan de courage, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de la police. « Je pense être suivie. Il est juste là, dehors, à m'observer, murmure-t-elle. L'opératrice l'écoute. Cette dernière a la voix tremblante d'anxiété. Les minutes qui suivirent lui parurent interminables. Elle resta cachée, épiant discrètement la silhouette de l'homme à travers le store de sa fenêtre. Lorsqu'elle entendit enfin les sirènes de la police, un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, mais à sa grande horreur, elle constata que l'homme avait disparu. Les policiers fouillèrent les alentours, mais ne trouvèrent aucune trace de lui. Ils lui conseillèrent de verrouiller toutes les portes et fenêtres et lui promirent de patrouiller dans le quartier. Mais pour Émilie, le cauchemar n'était pas terminé. L'aube au teint rosé illuminait doucement le ciel, alors qu'Émilie, les yeux cernés, fatiguée, jetait à la hâte quelques affaires dans un sac. Elle ne pouvait pas rester ici, se sentant comme une proie traquée dans sa propre maison. Elle ressentait le besoin de prendre de la distance, aspirant de retrouver un sentiment de sécurité. Suite à un bref échange téléphonique avec Sophie, une amie qui résidait dans une ferme retirée à la campagne, Émilie obtint l'invitation qu'elle espérait. « Viens, tu seras à l'abri ici », lui avait assuré Sophie. Après avoir raccroché avec Sophie, Émilie hésita un instant avant de saisir les clés de sa voiture. L'image de la mystérieuse voiture noire de la veille lui revenait sans cesse à l'esprit. Elle prit une longue inspiration, sortit de chez elle, monta rapidement dans sa voiture, jetant un coup d'œil furtif autour d'elle. Dès les premiers kilomètres, chaque véhicule qui se trouvait derrière elle devenait une source d'angoisse. Elle vérifiait constamment dans le rétroviseur, s'assurant que la voiture noire ne la suivait pas. Plusieurs fois, elle changea de voie ou ralentit, laissant passer d'autres conducteurs pour mieux s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Chaque fois qu'une voiture s'attardait un peu trop derrière elle, son cœur battait à tout rompre, mais à chaque fois, il s'agissait d'un conducteur ordinaire sans lien avec la voiture noire. Émilie essayait de se rassurer, se disant qu'au final, elle était juste paranoïaque, mais l'anxiété refusait de la quitter. Toutefois, au fur et à mesure qu'elle avançait et s'éloignait de la ville, Émilie commença à se détendre. Les champs dorés, les forêts denses lui offraient un paysage apaisant. Aucune trace de la voiture noire. Petit à petit, un sentiment de soulagement l'envahit et elle s'autorisa même à mettre la radio et à fredonner un air mélodieux. Lorsqu'elle arriva à la ferme de Sophie, celle-ci l'accueillit chaleureusement, essayant bien évidemment de la réconforter. « Ici tu es loin de tout. Personne ne te trouvera, assura-t-elle. Elle lui prépara une tasse de thé et elles s'installèrent sur la véranda, profitant de la douce brise et du chant des oiseaux. Tandis qu'elles évoquaient d'anciens souvenirs pour éloigner les pensées sombres d'Émilie, celle-ci fut alertée par un son lointain, mettant fin bien évidemment à leur échange. Le murmure d'un moteur s'intensifiait à mesure qu'ils se rapprochaient. Sophie ne comprenait pas la réaction d'Émilie. Celle-ci cherchait des yeux, la source de son inquiétude. Et le teint d'Émilie pâlit. Elle resta immobile, le regard figé dans le lointain. « Il est là », chuchota Émilie. Sophie, confuse, chercha des réponses. « Qui ? Qu'est-ce que tu aperçois ?» À la périphérique de la propriété, une voiture noire était stationnée, son moteur toujours en marche.
Seule Émilie semblait sensible à une présence menaçante qui l'observait de cet endroit. Sophie essayait de décrypter le regard d'Émilie, lui toucha doucement l'épaule et Émilie, il n'y a rien d'inhabituel, rentrons. Mais sous l'emprise d'une émotion indescriptible, Émilie s'élança vers la mystérieuse voiture. Sophie essaya de la retenir, mais fut repoussée et tomba douloureusement. À proximité de la voiture, une silhouette se forma, comme un pont entre la réalité et l'inconnu. « Qui êtes-vous? Que me voulez-vous enfin ?» D'une voix aussi froide que le vent d'hiver, la forme répondit : « Je suis la mort. Tu aurais dû me rejoindre hier. Il est temps d'ajuster les pendules. » Terrifiée par cette révélation, Émilie recula d'un pas, le cœur battant. « Pourquoi moi ?» La mort imperturbable s'avança vers elle. Emportée par la peur, Émilie continua de reculer, guidée par un instinct de survie, alors que les bruits nocturnes se taisaient, laissant un silence étouffant. Sophie, se remettant de sa chute, observa de loin la scène surréaliste. Elle vit Émilie dialoguer avec le néant, se reculant dangereusement vers la route et se précipitant pour la rejoindre, alarmée par son état. Soudain, le rugissement d'un moteur brisa le silence. Retirée dans ses pensées, Émilie n'entendit pas le véhicule qui arrivait à toute allure. Dans l'obscurité, le conducteur aperçut Émilie trop tard et la percuta violemment, réalisant ainsi le dessein tragique de la mort. Sophie, les yeux écarquillés d'horreur, tenta d'apercevoir la voiture responsable, mais aussi rapidement qu'elle n'était apparue, la voiture s'évanouit dans la nuit, ne laissant derrière elle que les échos lointains de son moteur. Autour d'elle, tout semblait immobile. Le seul bruit perceptible était les pleurs désespérés de Sophie, qui étreignait le corps inerte de son amie. La veille, Émilie avait échappé de justesse à un accident. Dans un moment d'inattention et d'agacement, elle avait coupé la route à un autre conducteur. Et comme pour narguer le destin, elle lui avait adressé un geste provocateur, un doigt d'honneur. Ce qu'elle ignorait alors, c'est qu'elle l'avait fait à cet instant précis et qu'elle avait défié la mort elle-même. Elle aurait dû périr ce jour-là, mais le destin capricieux et imprévisible avait d'autres plans. Depuis cet événement, la mort la traquait. Elle était patiente et obstinée, attendant le moment propice pour rétablir l'ordre des choses. Il est parfois tentant de jouer avec le destin, de le défier, de se moquer de lui. Mais s'il y a bien une leçon à retenir de cette tragique histoire, c'est que la mort a une mémoire infaillible. Elle attendra le moment opportun, qu'importe le temps que cela prendra, elle vous rattrapera toujours. Et voilà. On n'aurait pas cru que c'était ça. Hein. Bon, mon petit papier. On n'aurait jamais cru que c'était ça. On aurait cru à un fou ou à quoi que ce soit. On n'aurait jamais pensé que c'était ça. Oui, exactement, Stella. Et c'est assez marrant parce que hier, justement, sur le live de Monsieur Sibioff, on parlait de Destination Finale, du film Destination Finale. Et c'est exactement ça. Dans Destination Finale, il déjoue la mort. Il déjoue la mort et à un certain moment, elle a fini toujours par les rattraper. C'est exactement ça, Fabrice. C'est pareil.